Comme chaque semaine depuis le début, la série s'améliore d'épisode en épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse et la critique de l'épisode 8 de la série House of the Dragon, avec spoiler et sans connaissance des livres. J'ai pas eu le temps d'avancer encore cette semaine, mais je m'y attelle de plus en plus. J'aimerais au moins finir le livre pour la saison 2 quand même. Avant de commencer, je tenais au moins à remercier tous ceux qui se sont abonnés et qui me suivent, surtout sur ces vidéos. C'est vrai que la dernière vidéo, elle a un peu explosé comparée à celle encore d'avant. Donc merci à vous et surtout n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 500, c'est bientôt les 2 ans de la chaîne, donc encore un petit effort. Alors je sais que beaucoup se sont abonnés suite aux séries House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir, mais les vidéos continueront bien sûr après, sur des films plus particulièrement, mais aussi certaines séries. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à me les faire partager. J'essayerai de les traiter le mieux que je pourrai. Trêve de bavardage, passons directement à l'épisode. Celui-ci débute avec une conversation entre Rhaenys et le frère de Corlys Velaryon, à savoir Vaemond Velaryon. Cette conversation tourne autour du fait que Corlys, donc son frère et le mari de Rhaena, est en fâcheuse posture et est potentiellement mort, étant donné qu'on a appris qu'il était tombé dans l'eau et puis qu'il avait une blessure très grave. Bon, on ne sait pas trop comment il est quand même proche de la mort, donc il va falloir établir qui, dans le cas où celui-ci mourrait, qui lui succéderait. C'est en gros l'intrigue principale de l'épisode, puisqu'on a le choix entre le frère de Corlys, Vaemond Velaryon, et l'un des fils de Rhaenyra. Du coup, pour trancher la question, tout le monde se retrouve au Donjon Rouge, y compris Rhaenyra et Daemon, qui lui, entre-temps, a trouvé des œufs de dragon. Ça, j'ai trouvé par contre très intéressant, parce que c'est un côté qu'on n'avait pas encore vu, la façon dont il récupérait les œufs. Et apparemment, alors il va falloir quand même qu'on m'explique comment le dragon il arrive à descendre dans la fosse pour pondre, parce que quand tu vois que déjà Daemon il galère un peu à descendre et il met sa vie en jeu quand même pour y aller, tu te demandes comment le dragon y va. C'est vrai que Daemon a l'air d'être content, alors je sais pas s'il a prévu de les voir grandir pour la future guerre à venir. Ils ont intérêt à éclore rapidement, parce que de l'autre côté il y a quand même Vhagar qui fait 30 milliards de kilomètres d'envergure. Donc ils vont se faire bouffer rapidos les dragonnets. Du coup tout le monde arrive à Port-Réal, au Donjon Rouge, où l'atmosphère est un petit peu différente que la dernière fois où on l'avait laissé. Alors j'ai oublié de préciser qu'on a une ellipse de 6 ans je crois, donc ça avance très vite encore une fois. Mais c'est bien, au moins on fait les passages essentiels et puis au moins c'est toujours intéressant. On voit que tous les décors ont été changés, alors on a l'étoile des 7, en gros c'est une sorte de religion. Et c'est là qu'on s'aperçoit vraiment que, bon, on s'y attendait un petit peu, mais forcément, le roi n'est plus que l'ombre de lui-même, voire pire. On sait très bien que c'est la famille Hightower qui dirige un peu le royaume, et je ne m'attendais pas non plus à ce que le roi soit aussi dégradé physiquement. Bon, on comprend bien qu'il y a les graines de pavot qui le ramollissent de petit à petit, parce que c'est vrai qu'il a pris des âges dans la figure que les autres n'ont pas pris, quoi. T'as l'impression qu'il a pris 40 piges, alors que Daemon, qui est son frère, donc il n'a pas non plus 30 ans d'écart avec lui, t'as l'impression qu'il n'a pas bougé lui. D'ailleurs, l'acteur Matt Smith et tous les autres, j'en reparlerai peut-être après, mais tous les acteurs sont vraiment excellents, en particulier aussi le roi. Mais Daemon, tu vois vraiment son regard, il a du mal à regarder son frère, vu comment il est dans son lit de mort. T'as l'impression qu'il est moins méchant qu'avant, ou moins cruel, on va dire, qu'il l'était au début de série. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. On voit pareil que Rhaenyra, qui va voir le roi dans la nuit, qui craque complètement, qui pleure, qui se dit qu'elle veut même plus du trône, parce que sur le coup à la base elle ne voulait pas plus que ça, mais étant donné que le roi l'avait mis à la succession, elle s'est pris au jeu du trône en fait finalement, et c'était devenu un objectif premier on va dire. Autre chose que j'ai bien aimé au niveau du personnage par contre d'Alicent, c'est lorsque la jeune servante vient se plaindre qu'elle s'est fait violer, à juste titre, et tu vois qu'elle la comprend. Parce que d'un côté, elle s'est fait aussi violer plusieurs fois durant sa jeunesse. Même si elle était mariée, tu voyais que c'était pas vraiment consenti, on l'a vu dans l'épisode 4, je crois. Donc elle compatit, et on voit vraiment sur son regard qu'elle est triste, et pour elle, et d'un côté aussi en colère par rapport à son fils, mais on en parlera aussi après. Mais voilà, mais ça a permis de vraiment l'humaniser, comparé à l'épisode d'avant, où elle était un petit peu détestable. Mais là, juste cette scène, t'as envie d'aimer le personnage en fait. Parce que depuis le début, on est un peu plus quand même du côté de Rhaenyra, qui est à peu près, on va dire, l'héroïne, et en face d'elle, il y avait la méchante Alicent, à peu près. Et là, t'as l'impression que les balances se sont équilibrées, tout le monde est gris de chaque côté, et encore une fois, l'acting joue
énormément. On va parler de l'une des deux scènes les plus épiques de cet épisode, la plus incroyable même, j'ai envie de dire, celle du débat en fait pour savoir qui allait succéder au trône de la marque, qui allait succéder au serpent des mers. On sait très bien que ce débat va être clos assez rapidement parce que les Hightower vont forcément choisir Daemon Velaryon comme successeur. C'est ce qui est prévu en tout cas, on l'a bien vu juste avant quand ils parlaient tous les trois. Ça paraît assez évident, le plan est simple, clair et précis, mais il y a un petit mais, c'est qu'il n'avait pas pensé que le roi serait vivant ou aurait assez d'énergie pour se lever et aller défendre sa progéniture. Et là, son entrée est juste magistrale. Alors, juste avant, quand la porte s'est ouverte, j'ai cru que c'était Corlys Velaryon qui allait arriver, genre, bah c'est bon, je suis vivant, plus besoin de successeur, je suis encore là, youhou! Mais non, c'était mieux que ça, et ça, je l'avais pas prévu. Donc la porte s'ouvre et le roi apparaît avec sa canne et son masque qui cache à la moitié de son visage, carrément. Il débarque dans la salle, tout le monde se la ferme, Otto dégage du trône, et là on a toute son entrée qui est magistrale jusqu'à ce qu'il arrive au trône, avec la musique derrière qui voilà, qui est là, qui est présente, qui est impactante. Mais c'est vrai que c'était émouvant de le voir se bouger, se forcer une dernière fois vraiment pour aller défendre sa fille, qu'il a défendue toute sa vie, et tu vois un moment qu'il s'arrête, qu'il la regarde, et elle comprend. Tu vois la tête un peu tétanisée d'Alicent et de Otto qui se disent putain on est dans la merde, et puis Daemon aussi se dit la même chose. Donc il y a plusieurs contrastes qui sont présents dans la même scène, donc c'est juste épique. Un garde qui veut l'aider, il fait non je me débrouille tout seul, il arrive près du trône, tu vois qu'il y a la couronne qui tombe, et tu as Daemon qui vient la ramasser et qui aide son frère à finir les dernières marches qui lui restent pour enfin lui remettre la couronne. Bon, cette scène, alors apparemment elle a été improvisée parce que la couronne est tombée par hasard, mais ils ont bien fait de garder cette scène parce qu'elle est juste magique. Encore une fois, tu vois le regard de Daemon qui appuie son frère. Ils ont tellement été éloignés durant tout ce temps et les voir vraiment aussi proches dans ces derniers instants. Tu vois le regard triste, plein de compassion et de respect aussi. Franchement, bravo. Et là, on arrive dans une partie qui m'a fait un petit peu rire, même si c'est pas forcément rigolo. C'est le roi qui demande, bon alors, c'est quoi les bails? On en est où? C'est pour déterminer le successeur? Bon ok, alors c'est pas compliqué. Rhaena, toi qui es la femme de Corlys, qui souhaitait-il voir comme successeur? Donc l'autre, elle arrive, elle se pointe, elle fait, bah Corlys, il a dit qu'en fait que son successeur direct, ce serait le fils de Rhaena et de Laenor, à savoir Jacaerys, je crois. Et donc t'as le roi qui est là. Bon bah voilà, c'est simple, problème réglé. Y'a d'autres questions? Non, je peux y aller, je peux rentrer? Et là forcément Daemon Velaryon intervient puisqu'il ne veut pas laisser passer une telle calomnie. Et franchement c'est tout à son honneur parce que finalement il est quand même en train de se faire voler son héritage, hein, littéralement. Mais malheureusement il craque complètement en insultant les enfants de Rhaenyra et surtout en l'insultant elle-même. Et là t'as la magnifique réaction du roi qui se lève et qui est prêt à le poignarder. Puis d'un coup tu vois un tching, une moitié de tête qui tombe et tu vois Daemon derrière avec son épée. Ça coupe bien hein, l'acier valérien quand même, hein. Propre, net, précis, tchac, un seul coup, pas de bavure. Franchement cette scène je me suis marré parce que c'était tellement inattendu et brutal que c'était choquant. Pour finir l'épisode en apothéose, on a cette fameuse scène du coup du repas familial que le roi veut vraiment voir une dernière fois avant de crever, hein, on peut le dire. Et c'est vrai que les débuts étaient un petit peu tendus. Tu savais que ça allait partir un peu en steak, mais j'avais un peu peur que ça parte en steak directement en fait. Parce que l'ambiance est assez froide. Alors lui il fait un peu son discours, etc. qui est très intéressant, très poignant aussi surtout. Et j'avais peur qu'il n'y ait pas de réaction en fait, et que ça soit quand même un peu la guéguerre. Sauf que non, finalement on a quand même Rhaenyra qui se lève, qui lève son verre à Alicent, et tu vois qu'elle lui dit des choses pertinentes, intéressantes et vraies, je trouve. J'ai pas eu l'impression qu'elle était en train de lui faire des compliments dans le vent pour la flatter, mais tu voyais vraiment que voilà, c'était une façon aussi de s'excuser durant toutes ces années, de comprendre et de réaliser ce qu'elle avait fait aussi pour son père. Donc le petit discours était très intéressant. La réponse d'Alicent aussi était un peu plus courte mais tout aussi respectueuse. Donc là le roi il fait allez musique, on s'éclate, maintenant on se marre un petit peu. Et voilà, la scène pareil est très bien réalisée avec les plans sur les visages, les regards encore une fois. Tu vois que le roi il est content, il a le sourire. Ça lui fait plaisir, enfin, c'est la seule chose vraiment qu'il voulait voir depuis le tout début. Parce que lui, franchement, c'est ce qu'il espérait, c'est que tout le monde soit en paix et que tout le monde soit heureux. Et là, enfin, autour de lui, tous les gens qu'il aime ont le sourire et ça l'emplit de joie et ça se voit. C'est vraiment très bien réalisé et très bien acté, si je puis dire. J'oubliais d'ailleurs qu'il enlevait son masque et c'est vrai que c'est un petit peu crade.
Franchement, ça coupait un peu l'appétit, hein, surtout dans ce grand repas. Heureusement, il le remet après. Mais voilà, t'as toute cette scène de bonheur, en fait, et moi j'y ai cru, c'était vraiment bien. Pour une fois que ça se passe bien, un repas. J'étais content pour le roi, il mérite vraiment, enfin, d'avoir ça. Et ouais, il me faisait de la peine, franchement, je pense qu'il fait de la peine pour tout le monde. On l'aimait un peu moins au tout début, mais c'est vrai qu'on a appris à, on va dire, à l'apprécier, à le comprendre, et puis finalement ça n'a pas été un mauvais roi, c'était au moins quelqu'un qui voulait prendre soin de ses proches, et que veux-tu dire par rapport à ça? Bon, ensuite il part se coucher, et ça repart un petit peu en steak. Après, évidemment, ça va pas rester calme, on est quand même dans Game of Thrones, ou House of the Dragon plus précisément. On a le cochon grillé qui arrive devant Aemon, et qui lui rappelle forcément les 2 épisodes d'avant, où son cousin et son frère lui avaient fait la blague du « Ah, t'as pas de dragon, tiens, t'as un cochon volant ». Bon voilà, ça l'énerve, il se lève. D'ailleurs, l'acteur lui-même, Aemon, j'aime pas sa gueule. Alors je sais pas vous, mais je n'aime pas sa gueule du tout. Déjà, il paraît 20 ans de plus qu'il ne l'était avant, et je le trouve vraiment pas charismatique. Tu vois qu'il a l'air complètement barge, ok, mais t'as pas envie de le suivre en fait. Toi, autant Daemon, tu sais dans les premiers épisodes, tu sais qu'il est vraiment barge et tout, qu'il est méchant, on va dire, mais t'as envie de le suivre parce que le mec il a une vraie prestance, il a un charisme, alors que là, franchement, il a l'air juste taré dans sa tête, quoi, c'est tout. T'as pas envie de le voir plus que ça, je le trouve très peu charismatique. Même son frère Aegon, bon, c'est vrai que c'est un peu un loser, un taré, un obsédé et tout ça, mais l'acteur en lui-même, je trouve qu'il est plutôt correct, j'aime bien, il a un charisme, un certain charisme que je trouve assez intéressant. Il paraît même plus jeune que son frère. J'oubliais aussi de préciser que Rhaenyra est enceinte de son 3e enfant avec Daemon, donc son 6e enfant hein, finalement, sachant que les 2 premiers qu'elle a eu avec lui se sont nommés Aegon III du coup et Viserys. Alors merci pour les prénoms, c'était déjà pas assez le bordel, il faut que vous rajoutez les mêmes noms pour les mêmes gosses. Moi je suis perdu à force, tu sais plus qui est quoi, ils sont blonds, ils sont noirs, ils ont les cheveux noirs, ils ont les cheveux blonds, tu sais plus qui est qui. C'est peut-être le petit point noir de la série, mais en fait c'est même pas leur faute puisque c'est comme ça dans les bouquins, mais pourquoi ils ont choisi les mêmes noms? Enfin, on a cette scène finale avec Viserys qui est dans son lit de mort, littéralement, qui essaye de finir la conversation qu'il avait eue pendant la nuit avec sa fille Rhaenyra, sauf qu'il se rend pas compte que c'est Alicent. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que justement, il est dans son lit avec son œil unique fermé, il entend une présence arriver et puis il dit Alicent, il demande si c'est Alicent et puis elle, étant donné que c'est bien Alicent, elle lui répond oui, c'est moi. Et tu sais pas pourquoi, il perd la boule à ce moment-là, et puis il raconte la fin de l'histoire et la vérité à sa femme, alors qu'il pense sur le coup que c'est sa fille. Donc il va avoir un quiproquo de ouf, si vraiment ça part comme ça, c'est qu'il dit que oui, en fait, lui qui apportera la paix, etc., pour le truc feu et glace, c'est Aegon. Sachant que le fils de Alicent s'appelle Aegon, que le fils de Rhaenyra s'appelle Aegon, et que bien plus tard, parce qu'on est d'accord que là il parle de truc feu et glace, c'est vraiment le truc des marcheurs blancs, et que celui qui résout le truc des marcheurs blancs s'appelle Aegon. Et qui c'est qui s'appelle Aegon dans Game of Thrones? Jon Snow. Donc on parle de qui là? Hein? C'est quoi ce délire? Donc gros quiproquo, puisque Alicent, elle voyait pas du tout son fils pour lui succéder, hein, vu que c'est un gros taré, elle lui met même une grosse claque au tout début de l'épisode. Et là, elle se dit, merde, c'est ça la prophétie, il faut vraiment que ça soit lui qui monte sur le trône. Bon, fait chier, mais du coup, je vais me battre pour que ça soit lui, quoi. Alors qu'en fait, il aurait pu avoir un arrangement, quoi. C'est un gros quiproquo qui va partir en steak complet. C'est un petit peu dommage, alors je sais pas comment ça va être justifié par la suite. Ça se trouve, en fait, elle va juste oublier en se disant, en fait, il est juste taré, il est vieux, tant pis, surtout qu'il est mort juste après, donc voilà. Sur le coup, on a donc Viserys qui va rendre l'âme, enfin, entre guillemets, et l'épisode s'arrête comme ça. Et là, j'étais là, déjà? Genre, c'est l'épisode le plus long de tout ce qu'on a eu sur Game of Thrones, enfin sur House of the Dragon, et j'étais choqué que ça se finisse déjà. Donc, grosse masterclass, une fois de plus. Il reste 2 épisodes. Qu'est-ce que ça va être encore? Parce que les 2 derniers vont forcément envoyer du lourd. Et franchement, cette première saison, mais elle est gargantuesque, c'est pas le mot que je voulais dire, mais je le sors quand même, mais elle est folle. Elle est vraiment folle. Hâte à la semaine prochaine, une fois de plus. J'espère que vous serez au rendez-vous. Surtout, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, histoire de débattre un petit peu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 9 de House of the Dragon. Ciao!